À quel moment justement on va voir un avocat pour avoir du conseil? Combien ça coûte? Alors, la holding a été rendue nécessaire par un montage qui est le LBO, c'est-à-dire le rachat des titres. Alors je vous explique, vous êtes intéressé, vous êtes un particulier, vous voulez racheter une société commerciale. Et donc cette solution miracle, c'est le démembrement croisé, donc avec la nue propriété qui est détenue par une SCI à l'IR. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter Maître Bruce, qui est mon avocat en droit fiscal et droit des sociétés, qui a accepté bien gentiment de faire cette vidéo interview pour vous apporter des réponses aussi à vos questions. Donc je suis honoré d'accepter cet échange. Merci beaucoup. Donc je vous laisse peut-être vous présenter déjà pour expliquer qui vous êtes, quelle est votre spécialité d'activité, votre parcours un petit peu pour identifier. Bon, c'est assez simple, je suis avocat au barreau de Limoges. Oui. Je suis avocat depuis plus de 20 ans. D'accord. Et spécialisé, ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui puisque les contentieux sont multiples, mais surtout en conseil dans le cadre du droit des sociétés, du droit fiscal et aussi au contentieux général par rapport justement ce qu'on appelle le SAV, service après-vente. D'accord. C'est-à-dire je conseille, mais après je vais voir le fruit de mes conseils. D'accord, oui, parce qu'effectivement, il y a toujours des petits soucis. C'est ça. On a souvent des discussions d'ailleurs sur l'investissement immobilier parce que en tant qu'avocat, vous êtes souvent confronté aux difficultés. Nous, moi, ce que je constate, c'est que les difficultés sont quand même minimes, mais vous êtes vraiment au cœur à chaque fois des difficultés, donc c'est intéressant. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai l'originalité d'avoir une double casquette, c'est-à-dire que de faire du conseil, qui est quand même mon activité prépondérante, mais également de plaider. Alors, souvent, on est soit plaideur, soit en conseil stricto sensu, mais on s'aperçoit en faisant les deux que lorsque je donne un conseil, je vais devoir, dans ma tête, le soutenir devant un magistrat. Oui, bien sûr. Et c'est pas du tout pareil, c'est-à-dire qu'il y a la théorie, en pure théorie, on peut avoir entièrement raison sur un conseil. Et puis, en pratique, ça dépasse parfois l'entendement des magistrats et se dire, il y a une appréciation. Voilà, et puis on gère les délais de procédure quand on donne le conseil, alors que quand on ne maîtrise pas les procédures. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Oui, d'accord. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous me conseillez ou que vous nous conseillez par le biais, parce que Maître Bruce est notre avocat pour toutes mes sociétés, mes SCI ou tout ce que je peux faire, même en tant que personne physique aussi, puisqu'on a eu quelques litiges à gérer aussi, effectivement. Donc c'est vrai que c'est pas beaucoup. Pas beaucoup, non, heureusement, mais quelques-uns. Donc et puis votre service a été d'une grande aide dernièrement sur un gros dossier. Donc voilà, on a réussi à aboutir sur des résultats que je ne pensais pas arriver à obtenir. Donc vraiment, c'est l'expérience, les connaissances, votre spécialité qui a fait vraiment la différence. Et donc en fait, effectivement, au niveau du conseil, je vois que vous êtes toujours très prudent et très réfléchi dans chaque conseil parce que, effectivement, comme vous le précisez, vous allez toujours plus loin des conséquences qu'il peut y avoir. Pensez toujours à l'après. Moi, je vois beaucoup d'investisseurs qui prennent des risques, qui tentent des choses, mais qui n'ont pas connaissance et conscience finalement des conséquences qu'ils peuvent avoir derrière. Et ce que j'aime bien, c'est la justesse des informations. Des fois, ça va un petit peu à l'encontre de ce que j'aimerais ou ce que je souhaiterais faire, mais je préfère, et c'est vrai que ça fait maintenant pas mal d'années qu'on travaille ensemble, et effectivement, ça s'est toujours très très bien passé grâce aux garde-fous à chaque fois que vous mettez en place. Mais en fait, si vous voulez, en 20 ans d'exercice, j'ai vu énormément de cas. En plus, j'ai un parcours assez varié dans des cabinets très importants. Alors, j'ai commencé par voir au début de ma carrière des investisseurs, des gens qui avaient des projets qui me semblaient à l'époque magnifiques. J'ai vu vivre ces projets et puis certains aussi se sont, comme on dit, cassés la gueule. Et là, ça donne une autre perspective par rapport à ça et on se dit, oui, mais il peut se passer tout ça. Moi j'aurais investi. Oui, on est jeune. Et puis à l'arrivée, on fait wow. Non, mais c'est sûr. Je comprends. Et oui, parce que vous êtes au cœur des difficultés, alors que nous, en tant qu'investisseurs, c'est quand on met les bons verrous en place,
on limite, c'est vrai qu'on on réduit effectivement ce risque, mais on n'a pas, c'est cette petite part d'inconscience qu'on a aussi qui nous permet d'investir, parce que si on était autant conscient que vous, peut-être qu'on en ferait moins. Mais vous remarquerez qu'on parle plus de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, parce que les gens qui ont été confrontés à un échec, ils ne mettent pas en avant leur échec. Oui. Tout le monde va mettre en avant sa réussite. Et bien sûr, un échec, c'est une honte. Or, une réussite, c'est bien, mais par rapport au nombre d'échecs derrière, il faut relativiser. Tout à fait. Ouais. C'est bien de reposer un peu les choses et c'est que sur Internet, on voit beaucoup aussi d'investisseurs qui mettent en avant leur ultra réussite, leur vie de rentier très facilement, avec peu d'appartements. Enfin bon, voilà, la réalité est très différente, donc faut faire attention. Et c'est ce que j'essaye de partager justement sur la chaîne, d'être totalement transparent et de montrer aussi toutes les difficultés. J'ai publié une vidéo la semaine dernière justement où j'explique toutes les difficultés que j'ai sur tous mes immeubles, parce que j'ai des difficultés sur quasiment tous mes immeubles, des problèmes à régler. Et il faut avoir cette capacité finalement à gérer les soucis, à les affronter, cette capacité cérébrale, à pouvoir les absorber. Oui, et puis avoir une assise financière aussi pour justement pouvoir y répondre le moment venu. Tout à fait. Bon alors cette vidéo va être découpée en 2 parties parce que j'ai beaucoup de questions. Vous m'avez aussi envoyé beaucoup de questions sur Instagram aussi. Donc on a filtré, je vais prendre l'essentiel. On va parler bien sûr un petit peu des SCI. On va parler des montages un peu plus avancés parce que je pense que certains qui me suivent ont déjà pas mal investi et s'intéressent à différents montages. Donc on va justement vous partager, enfin Maître Bruce va vous partager son avis qui est justement assez tranché sur le sujet, de montage de holding, démembrement, enfin tout ce qui peut se pratiquer dans ce domaine et toutes les solutions miracles qu'on peut voir sur Internet. On peut vous parler aussi également de la SARL de famille pour voir si c'est une solution qui peut être adaptée finalement à votre situation. Et puis on va aussi vous parler de tous les baux un petit peu spécifiques, les baux commerciaux. Il y a pas mal de notions, c'est assez large, assez détaillé, donc il y a pas mal de choses aussi à connaître. Donc voilà, on va faire la partie 1 et puis la partie 2. On va mélanger un petit peu tout ça. Donc allez, c'est parti. Donc si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Je suis investisseur immobilier, vous trouverez ici beaucoup de conseils pour investir de la bonne manière. Je co-dirige aussi la société Projet Locatif qui accompagne aujourd'hui des investisseurs sur toute la France. On a 120 conseillers, tous multi-investisseurs pour vous aider à passer à l'action. On vous propose des investissements clés en main. Vous avez un lien en description, vous pouvez regarder notre site internet et nous mandater pour qu'on puisse vous aider à passer à l'action. Vous avez également les coordonnées de Maître Bruce si vous souhaitez avoir plus d'informations sur son cabinet en description. Et sa collaboratrice qui est spécialisée en droit du travail et droit de la famille. Voilà, n'hésitez pas à les contacter. Voilà, moi je les connais donc je peux vous le garantir et vous confirmer que vous aurez de très bons conseils, vous serez très bien accompagné dans toutes vos démarches. Donc après, c'est vrai que ça fait un moment qu'on travaille ensemble, effectivement, avec votre épouse aussi qui m'a aidé en droit du travail. Donc c'est vrai que cette complémentarité aussi est assez parfaite parce que vous pouvez répondre à différentes problématiques, ça touche un petit peu tout, droit de la famille aussi. Voilà, c'est assez large et c'est ce qui permet justement d'être bien accompagné. Je trouve que c'est important d'avoir un conseil, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie d'investisseur ou d'entrepreneur, c'est très important. Donc à quel moment justement on va voir un avocat pour avoir du conseil? Est-ce que c'est avant de créer une société? Est-ce que c'est au bout d'un moment? Est-ce quand on a plusieurs sociétés? À quel moment et combien ça coûte? Alors, si vous voulez, dans le schéma anglo-saxon, les personnes vont voir un avocat avant chaque projet. Ils ne conçoivent pas de signer quelque chose sans avoir fait valider le contrat qu'il aurait soumis ou le projet par un avocat. En France, on n'a pas cette démarche, où elle est beaucoup plus rare. En général, pour la majorité des personnes, on va voir un avocat quand il y a un problème. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est un peu tard. Or, le problème est là, ça coûte cher, alors que si on était allé en amont voir un avocat ou un conseil, et bien là, on aurait pu avoir quelque chose d'éclairé et ça coûte pas cher. C'est une consultation, alors une consultation, ça va de 150 € à
à 250 €. Oui, tout à fait. Et pour avoir quelque chose qui soit va conforter le projet qu'on avait entendu. Alors le problème, c'est que bien souvent, on a l'impression d'avoir par rapport à Internet, d'avoir une vision globale, et en fait, on est toujours un cas particulier où Internet n'est pas à jour, où les informations elles sont biaisées par rapport à celui qui va vous exposer, alors que tout simplement, on a un projet qui est souvent important. Oui, bien sûr. Eh ben, on va voir un avocat, on lui dit voilà, j'ai un projet, et voilà mon projet, et je veux une consultation, et ça va aller assez simplement, ça peut, je vous dis, et c'est pas très cher, et on évite les problèmes qu'on pourrait rencontrer plus tard. Tout à fait. Et finalement, ça revient moins cher. Mais c'est sûr, c'est sûr. Moi, c'est vrai que ça fait maintenant, je sais pas, peut-être 7 ans, peut-être qu'on travaille ensemble, à peu près. Et au début, j'avais consulté un autre avocat qui avait une approche un peu différente. J'ai beaucoup apprécié votre approche qui est très humaine aussi, où vous m'avez rencontré, on a parlé de ma situation, vous donnez pas mal de conseils, et au début, c'est vrai, plutôt gratuitement. Et puis après, effectivement, après, on a travaillé ensemble, et j'ai beaucoup aimé cette approche où, c'est pas de suite, on paye, on casque avant qu'il y ait des choses qui se font, tout ça. Donc, et c'est vrai que par rapport au coût, finalement, à ce que ça peut rapporter, mais il n'y a pas photo, évidemment. On se rend compte que tout ce qu'on a fait ensemble, on n'a jamais eu de problème par la suite, et donc on est serein. Et puis même, ça apporte une certaine tranquillité d'esprit, de savoir qu'on est bien conseillé, bien encadré, qu'on respecte tous les cadres légaux, qu'on optimise aussi. Et puis surtout, je ne prendrai jamais la décision à votre place. Sauf que je suis là pour éclairer votre décision par rapport à des points que vous n'avez peut-être pas envisagés, parce que vous savez, c'est quand vous avez un projet, et je le vois souvent, les gens ils sont dans leur projet, ils sont aveuglés. Puis c'est le biais cognitif, toutes les informations qu'ils reçoivent doivent aller vers l'avancée de leur projet. Et les gens qui sont autour d'eux, les recherches qu'ils vont faire, c'est justement dans le cadre de ce projet. Et c'est vrai que quelqu'un de neutre va leur dire attention, est-ce que vous avez pensé à ça et ça? Et là, ça leur permet justement soit de prendre un peu de détachement, d'envisager d'autres voies, surtout que quand ils sont face à un professionnel, c'est plus facile, plutôt que quelqu'un qui va pas pouvoir leur répondre ou autre. Donc, et des fois, ça permet de dire ah oui, effectivement, j'avais pas pensé à ça, finalement, je vais réfléchir et autres. Tout à fait. Donc justement, ça permet de rebondir, effectivement, de par votre expérience, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que vous avez vues en fiscalité, alors si possible dans la partie immobilière, justement, des erreurs qui auraient pu être évitées, je pense. Alors, c'est toujours, que ce soit en matière immobilière ou dans les autres formes sociétales, c'est toujours la même erreur. C'est-à-dire qu'on ne se projette pas. On arrive à une situation donnée, on est sur des objectifs qu'on atteindra, qu'on n'atteindra pas, mais on ne se projette pas. C'est-à-dire si à 20 ans, vous venez me voir avec une situation, vous sortez des études, vous n'avez pas de revenus, et vous voulez faire un investissement immobilier, vous allez chercher tout de suite le plus simple, le moins cher, sans vous projeter par rapport aux revenus que va donner cette activité. Et puis 5-6 ans après, vous allez revenir en disant je suis le fisc, fiscalement, ça me coûte très cher, je suis pris à la gorge, et voilà. C'est-à-dire, oui, il fallait vous projeter, on ne regarde pas à l'instant T, on essaie quand même de voir par rapport à ce que ça va être les années suivantes, même si en toute humilité, les lois fiscales changent chaque année. Oui, c'est ça qui est compliqué aussi. C'est horrible. Oui, pour s'adapter. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites une consultation, il faut être aussi très, en matière fiscale, il faut être très humble, parce qu'on va vous dire, voilà ce que c'est aujourd'hui. Je suis incapable de me projeter, ne serait-ce que sur 3 ans, 4 ans, ce qui fait que on va faire adopter des schémas, et 2 ans après, les gens reviennent et puis disent non, mais ça va plus du tout. Je prends le cas de la SRL et de la SAS. Quand j'ai commencé, c'était la SRL. La SAS est née, ça a intéressé quelques personnes, et puis tout le monde a voulu au fil des temps passer en SAS, qu'effectivement ça paraissait plus intéressant pour une vision fiscale. 10 ans après, tout le monde repasse en SRL. D'accord. Est-ce que dans 5 ans, on repassera en SAS? Et voilà, c'est un va-et-vient. Ouais, d'accord. Ok. Je sais que ça évolue constamment. Ça évolue très vite, et en fonction des majorités, des gouvernements qui succèdent. Vous allez avoir, ils vont vouloir privilégier quelque chose. Il y a une petite niche à côté qui ne va pas être touchée parce qu'ils ont oublié de la toucher. Vous allez dire, allez là-dedans. Forcément, et ce qu'on m'avait appris à la fac, c'est que le fisc a horreur du vide. Et dès lors qu'il se rend compte qu'il y a un petit truc, il faut être sûr que, allez,
3-4 ans après, ça y est, c'est C'est modifié. Ouais. Mais je vois, on a encore, c'est vrai que cette niche qui est bien regardée, bien observée et qui évolue justement, c'est la niche du LMNP au régime réel, qui est en pleine modification, en pleine mutation. Et j'ai vu énormément d'investisseurs se jeter à fond dans cette niche. Et là, ils sont pour la plupart passés au régime professionnel et avec toutes les contraintes qui vont avec. Et donc écrasés par la situation après fiscale, ce qu'on appelle un peu le cash squeeze, on appelle ça, donc étranglés par la fiscalité, revendre un petit peu en catastrophe. C'est ça. Et c'est un petit peu dommage. Alors c'est vrai qu'il y a toujours des solutions, pas miracles, mais qui paraissent plus intéressantes sur le papier. Mais comme vous dites, sur le long terme, c'est bien d'avoir des choix durables et sereins en fait. Quand on veut continuer à investir et développer un patrimoine important, c'est pour faire une ou deux opérations, d'accord. Mais bon, en général, on a envie de construire et d'être serein dans le temps. Ah oui, ça c'est clair. Donc, effectivement, je pense que c'est un bon conseil et essayer d'avoir cette vision sur le long terme, bien anticiper la fiscalité parce que, effectivement, ça peut être très confiscatoire, très écrasant. Donc, avoir le bon montage dès le début. Et ce que je dis, c'est en fonction, bien sûr, de la situation de chacun. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de généralité, du projet qui est trouvé. Et en même temps des objectifs de chaque personne parce qu'il y a des objectifs de retraite, on en parle actuellement effectivement avec l'âge de la retraite qui est repoussé de plus en plus. Il y en a qui veulent se constituer une retraite pour partir un peu plus tôt, il y en a d'autres c'est pour avoir des compléments de revenus, voilà. Il y en a d'autres c'est pour se créer une nouvelle activité, pour faire de la location courte durée, voilà. Chacun a des objectifs finalement différents et donc c'est vraiment lors d'un rendez-vous approfondi qu'on peut analyser tout ça et voir dans quel cadre on va en fait. Et sachant qu'il n'y a pas de miracle. Oui. Alors, non. Bon, j'insiste là-dessus parce que, on a beaucoup entendu parler que les grosses fortunes avaient des avocats fiscalistes, donc comme ils avaient des avocats fiscalistes, ils ne payaient pas d'impôts et autres. Ça a pu être vrai. Je ne dis pas le contraire. Sauf qu'il y a, depuis que j'exerce, c'est vrai que je me suis aperçu qu'au fil des temps, année après année, toutes les niches qui étaient là, elles étaient un peu plus supprimées. J'avais des confrères qui manifestement avaient de l'imagination, une très grande imagination, et qui ont pu faire illusion le temps que le fisc réagisse, et puis finalement la patrouille a rattrapé. Oui, bien sûr. Qui ont fait faire des montages à des clients. Il y a quelques années, on retrouvait de ces montages, on disait le problème c'est pour les défaire, c'était catastrophique. C'est-à-dire que sur le moment, ça avait été peut-être intéressant, mais à l'arrivée, c'était devenu très très compliqué, et ça coûtait très cher de les démonter. Et puis, il y a quelques années, il y a 5-6 ans, le fisc a rendu l'avocat fiscaliste solidaire de ses clients dans le paiement de l'impôt, dès lors que le montage était qualifié d'abus de droit. Donc c'est incroyable. Et l'abus de droit en matière fiscale, c'est une notion qui est très générique et très vague. C'est tout montage qui a pour finalité ou pour but d'éluder ou de diminuer l'impôt. Et là, il y a eu une glaciation dans le milieu des affaires en disant mais est-ce que l'avocat fiscaliste est mort? Puisque si je viens voir un avocat fiscaliste, c'est pourquoi? C'est pour essayer d'optimiser ma fiscalité au Alors, mieux. Voilà. Est-ce que l'optimisation, c'est de l'abus de droit ou pas? C'est laissé quand même à la marge d'appréciation du fisc. Et oui, voilà. Et oui. C'est là où en fait c'est très compliqué. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit de moins en moins de montages périlleux, que ça redevient quand même bon père de famille, et qu'il ne faut pas croire qu'on va pouvoir échapper à l'impôt ou diminuer de telle manière que finalement ça sera… On n'en paye jamais plus du tout, on efface tout. Voilà. Et à mon avis, dans les années à venir, ça sera encore plus encadré. Oui, c'est ce qui est normal. Vous savez que j'ai vu passer aussi des nouvelles réformes aussi fiscales qui, bien sûr, aussi responsabilisent les avocats, mais aussi bien sûr les propriétaires, dans le sens où avant, vous me direz si je me trompe, mais ça pouvait être requalifié si le montage était uniquement pour éviter de payer de l'impôt, et maintenant ils ont enlevé ce uniquement, ils ont mis principalement, et donc effectivement cette notion qui est appréhendée après par le fisc, et donc lui, il faut vraiment avoir des arguments et des raisons très solides et très valables pour faire des montages un peu plus avancés. Donc du coup, on peut parler un petit peu justement de holding. Alors c'est vrai que c'est un peu la mode sur Internet. Je vois pas mal d'investisseurs qui se sont lancés dans la holding là depuis 1 an ou 2. Je vois passer pas mal de pubs de montage de holding avec des statuts pré-remplis, pré-faits, très simples, et tout le monde veut sa holding parce que c'est
fait bien en fait. Moi j'ai ma holding, ça fait sympa. Et donc on peut se poser la question, donc comment fonctionne une holding? Très schématiquement, pour faire le très simple, parce qu'effectivement on ne veut pas non plus faire des vidéos qui durent des heures. Et dans quel cas vraiment c'est intéressant à faire, et dans quel cas il ne faut pas la faire en fait, parce que... Alors, à l'origine, alors c'est vrai que holding, c'est un mot anglais, c'est ça. Ah, ça pète, c'est sympa, pète, ça flatte son ego, je trouve. Voilà, ça montre la réussite dans les affaires. Exactement. Ouais, t'as pas ta holding, toi? Voilà, bon. Et à l'origine, il y avait deux raisons principales de créer une holding. Soit vous aviez effectivement des grosses sociétés commerciales qui avaient une société mère et qui investissaient à droite, à gauche dans des projets différents, qui rachetaient des boîtes, et ainsi de suite, et faisaient remonter tout. Par rapport à une gestion centralisée, des services centralisés et autres. Ça, c'est la holding classique comme on peut l'entendre. L'entreprise. Voilà. Ensuite, la holding a été rendue nécessaire par un montage qui est le LBO, c'est-à-dire le rachat des titres. Alors, je vous explique. Vous êtes intéressé, vous êtes un particulier, vous voulez racheter une société commerciale, les titres d'une société commerciale, donc les actions, les parts, et vous avez besoin d'un emprunt. Alors, soit vous faites l'emprunt à titre personnel pour acheter ces parts, mais alors là, c'est catastrophique parce que vous n'arrivez pas à rembourser. Tout simplement parce que la fiscalité est telle que par rapport à ce schéma, il faut que la société que vous avez rachetée vous distribue des dividendes. Oui, pour rembourser l'emprunt. Et qu'avec ces dividendes, vous remboursiez l'emprunt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, pour vous rembourser un petit peu, pour vous sortir d'un petit peu, la société a dû facturer beaucoup parce qu'il y a les charges, les impôts sur la société. Ensuite, il y a si on parle de la flat tax, il y a 30%. Ça arrive sur votre compte, vous êtes content, mais ça arrive sur le premier, le 2, ça part à la banque. C'est pas optimisé, quoi. Là. Voilà, donc fiscalement, ça vous prend à la gorge. Donc, l'intérêt, c'était de mettre une holding pour racheter les titres, et c'était cette holding qui supportait l'emprunt. D'accord. Et une fois que la boîte avait été rachetée, en général, on fusionnait pour faire disparaître cette holding. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de clients viennent me voir en me disant j'aimerais faire une holding parce que j'ai des projets différents. Bon, moi, je vis de ça, de constitution de société. Je dis pourquoi pas. Et puis après, on se dit mais quel intérêt? Parce qu'une holding, ça veut dire quoi? Comptabilité, des frais de gestion, juridiques et autres. Et à l'arrivée, c'est vraiment une utilité importante. Et en matière immobilière, je la vois rarement. Je ne la vois pas. Les frais d'une holding sont très importants. Et ensuite, ce que les gens ne maîtrisent pas, c'est la sortie. Parce que le problème d'une holding, c'est que vous êtes prisonnier quasiment jusqu'à la fin de vos jours de ce qu'il y a dedans. Et de ça, parce que si l'intérêt, je peux le voir à court terme, c'est-à-dire je fais remonter tout sur la holding, mais à un moment, comme sur une société, il va falloir sortir ce qu'il y a sur la holding, et la fiscalité, là, elle est plein pot. Oui, elle est identique finalement que que la fiscalité d'une société classique. Donc l'intérêt, moi je vois, de l'extérieur, ce qui me paraît judicieux, c'est quand on a une entreprise commerciale qui génère beaucoup de résultats et qu'on souhaite investir dans l'immobilier. Et là, effectivement, peut-être que c'est intéressant de créer une holding pour faire remonter les flux avec un frottement fiscal qui est pas énorme, pour réinjecter après dans des SCI et comme ça amener de l'apport comme ça dans des SCI. Je sais pas, moi de l'extérieur, c'est ce que je me dis ça me paraît intéressant pour éviter de prendre le résultat en nom propre et pour le réinjecter en nom propre après dans d'autres projets. Je me dis effectivement dans ce cadre-là, ça permet d'être intéressant. Mais c'est pas du tout le cadre qu'on voit beaucoup, c'est-à-dire uniquement immobilier, comme vous avez dit, c'est-à-dire la holding qui chapeaute que des SCI et qui est censée faire naviguer des flux qu'il n'y a pas parce que c'est souvent des emprunts à 100% et donc en fait ça ne génère pas de trésorerie et donc il n'y a pas vraiment d'argent à faire circuler. Oui, on est d'accord. Et même dans le schéma que vous évoquiez au début, je suis réservé parce que certainement vouloir préférer que vous créiez une société dans laquelle il y aura une participation de votre activité commerciale, alors qui pourrait avoir 10%, ce qui permet de faire des flux de trésorerie, et vous avez 90%. Sauf que ça peut sécuriser la banque sur ce projet, et pas de holding. Ouais, donc bon, voilà, votre avis de manière sur la holding, c'est vraiment très particulier. C'est assez rare en fait d'être concerné par ce type de montage. C'est assez rare. Je vous dis, c'est vraiment dans le cadre de la LBO où là, de montage LBO, là, vous passez obligatoirement par une holding que vous, bien souvent, au bout de l'emprunt, on la supprime parce que ça coûte. D'accord. Sinon, pas forcément d'intérêt. C'est vraiment un cas particulier. Mais ça fait rêver, le mot holding fait rêver. Et oui, c'est ça, ça fait bien parce que ça fait grands groupes nationaux. Bon, enfin. Alors bon, puisqu'on est dans les montages un petit peu sympas, on va passer aussi sur Internet.
Et moi, le premier, un jour, je suis venu vous voir. Je vous ai dit, j'ai trouvé la solution miracle. J'ai trouvé quelque chose, qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, j'avais d'autres conseils qui étaient plutôt favorables à ce type de montage. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aussi aux conseils que vous avez, parce que vous pouvez tomber dans le panneau. On a vu pas mal de montages de clients qui avaient fait des montages un peu particuliers qui nous semblent vraiment intéressants pour celui qui les a montés, mais pas forcément pour le client. Donc faites très attention à qui vous demandez conseil aussi. Et donc, cette solution miracle, c'est le démembrement croisé, donc avec la nue propriété qui est détenue par une SCI à l'IR et l'usufruit qui est donné temporairement à une SCI à l'IS, parce que l'inconvénient de la SCI à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, c'est la fiscalité à la revente. Et donc on se dit, on va donner la jouissance des loyers, la perception des loyers à la SCI, à l'impôt sur les sociétés, pendant la durée du prêt, 10, 15, 20 ans. Et au bout de 10, 15, 20 ans, on récupère, on va dire, cet usufruit directement dans la SCI à l'IR, et ça permet d'être à la revente fiscalisé à l'imposition personnelle, ce qui est bien moins confiscatoire que la SCI à l'IS. Et donc je vous appelle, je vous dis ça, je dis c'est parfait, il me faut ce type de montage, absolument. Et donc forcément, votre réponse voilà. À voir. Non mais alors, si vous voulez, cette histoire des démembrement, c'est assez ancien. En fait, c'était avant le Pacs et autres, c'était pour les concubins. Ah oui. Les concubins, pour se protéger l'un l'autre, ils achetaient une maison et donc ils achetaient en achat croisé avec des démembrements. Ce qui fait qu'en fait, à l'arrivée, c'était le dernier survivant qui avait la totalité de tout. Oui. C'était le but recherché. Alors, le montage était très beau, sauf qu'il fallait être sûr que le couple aille jusqu'au bout, parce que situation, au bout de 10 ans, finalement, on veut se séparer, et là, personne n'est propriétaire de rien le jour de la séparation, et casse-tête. Ouais. C'était tombé avec le Pacs et autres, ce montage, on ne le voyait plus. D'accord. Et puis un jour, effectivement, j'ai été contacté par un client où son conseil était waouh, il revenait d'un congrès sur la délégation d'usufruit, temporaire d'usufruit, et il conseillait ça à tous ses clients, il avait trouvé ça génial. Ouais. Bon, alors, montage, effectivement, sur le papier. Sur le papier, il y avait une note c'est magnifique. De celui qui avait eu l'idée. C'est vrai que, pareil, donc ça me rappelait l'histoire des concubins, la délégation temporaire d'usufruit, mais ça me paraissait quand même suspect parce que je me disais, on est quand même dans l'abus de droit, parce qu'il faut quand même justifier pourquoi on fait ce montage. Et effectivement, 3 ans, 4 ans après, la plupart des clients de ce conseil se sont pris des contrôles fiscaux. Ah oui, c'est évident. Pourquoi? Parce que c'était des délégations d'usufruit qu'il avait mis sur 10 ans et en fait 3-4 ans après le fiscal donc a laissé faire, donc il y a eu beaucoup d'opérations comme ça. Okay. Et 4-5 ans après, le fisc a dit si c'est moins de 20 ans, ça peut être considéré comme l'abus de droit. Donc il fallait anticiper que déjà au jour où on avait fait le montage, que ça soit plus de 20 ans. En réalité, ceux qui ont choisi ça, à l'arrivée, merci de conseil. Bien sûr. Et oui, tout à fait. Il y en a certainement qui sont passés entre les gouttes, mais il y a quand même eu des conséquences. Bien sûr. Et là, effectivement, suivant la délégation du fruit, 20 ans, ça fait rire personne. Et ces genres de montage, je ne l'ai plus vu juste après. Et je suis en train de gérer un problème en ce moment où effectivement, c'est ce qui avait été fait dans le cadre d'une société commerciale. La SCI donc détenait un immeuble qu'elle louait à la SCRL, c'était les mêmes personnes, mais comme il y avait des très lourds investissements à financer et notamment qui touchaient ce qui aurait dû être à la SCI, pas de problème, ils ont fait dans les formes une délégation du fruit pendant 20 ans à la SAS. Sauf que la SAS, dans l'intervalle, 10 ans après, elle a été mise en faillite. Donc je me retrouve dans une situation où j'ai un mandataire judiciaire qui est propriétaire de l'usufruit de mes parts et on ne sait pas comment en sortir. Et oui, on arrive dans des situations après. Voilà. Donc votre schéma, c'est un peu celui-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait donc se projeter déjà pour que ça ait un intérêt au-delà de 20 ans. Où est-ce qu'on sera dans 20 ans? Qu'est-ce qui sera passé d'ici là? Ensuite, il faut quand même que c'est une justification pas purement fiscale, sinon c'est de l'abus de droit. Évidemment. Et là, il faut trouver le justificatif, il faut trouver la raison qui permettrait ça. Et honnêtement, dans le montage, valable. Il faut que ce soit convacant. C'est-à-dire que le jour où j'ai mon inspecteur des impôts devant moi, il faut a priori être sceptique. Va vous falloir lui expliquer qu'il ressort de là, oui, j'aurais fait la même chose. Effectivement. Bon courage. Et ça arrive forcément dès que vous avez commencé à un petit peu investir en immobilier. Si vous voulez, au niveau des impôts, on ne rentre pas dans les cases.
Et donc quand on ne rentre pas dans les cases, ben, il y a des signaux qui se font et tous les investisseurs qui commencent à avoir un peu de patrimoine, vous n'y échapperez pas, vous aurez droit à des contrôles sur pièces, à des contrôles un peu plus approfondis, etc. Parce que ben, vous avez une augmentation de votre patrimoine qui se fait de manière assez significative en quelques années. Et donc voilà, il faut s'y préparer, il faut s'y attendre, il ne faut pas se dire bon ben, je croise les doigts et puis je vais faire une prière, tout va bien se passer. Il faut savoir que voilà, vous allez être contrôlé tôt ou tard si vous investissez d'une manière un petit peu accélérée. C'est le parcours classique et obligé. Voilà, donc autant être bien dès le début. Quoi. Oui, et puis maintenant, c'est même plus simple que ça. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les logiciels qu'ont les impôts, ils rentrent les données et tout ce qui n'est pas jugé, qui sort du cadre, il y a un warrant, un petit bouton rouge qui apparaît, qui clignote, voilà. Ouais. Donc ils vont les chercher, ils vont effectivement voir qu'il y a un montage et voir l'utilité du montage. Alors bien souvent, il faut se méfier, c'est pour ça que ces idées vont circuler pendant 3-4 ans sur Internet, on va communiquer, il y en a qui vont faire de l'argent là-dessus, il ne faut pas se leurrer, sur une idée qui à la fois est bonne. Oui. Mais qui va mettre du temps à être analysée par les impôts. Mais alors une fois que la doctrine va sortir des impôts, alors là… Bien sûr. Puis après, vous êtes catalogué rouge et franchement, ben après c'est pareil. On parle toujours de cette capacité mentale à être libre, à pouvoir continuer à investir. Mais une fois que vous êtes finalement dans le rayonnement des impôts, ben vous allez mal dormir, vous allez y penser tout le temps. Puis c'est des contrôles qui peuvent être très longs, hein, ça peut prendre plusieurs années avec des convocations régulières. Et donc voilà, il faut pouvoir absorber ça. Clairement, ça va vous mettre un coup de frein dans tout votre élan d'investissement. Alors après, on peut être joueur, hein, on connaît la règle du jeu. Voilà. Surtout libre à chacun. Surtout que l'abus de droit, si on est considéré comme abus de droit, alors là, les pénalités sont telles que je pouvais assurer que vous regrettez le jour où vous avez l'idée de vouloir diminuer votre impôt. Oui, tout à fait. Bon, mais je pense que pour la première partie, déjà, il y a pas mal de contenu. Ils commencent à avoir un peu mal à la tête. Ils sont en train d'aller chercher des Doliprane. Donc, voilà. On va vous laisser reposer un petit peu. On vous fait la partie 2. On va parler d'SARL de famille. On va parler aussi, il y en a qui se rachètent les résidences principales en SCI égalière. Il y a pas mal de montages comme ça qui se font. On va détailler un petit peu plus en profondeur, justement, la SCI. Et puis, les baux aussi, les baux commerciaux, les baux notariés. Il y a plein de choses intéressantes aussi à dire sur le sujet pour bien sécuriser les choses et être tranquille sur le long terme. Donc on se retrouve pour la partie 2. Merci d'avoir regardé déjà cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans les commentaires, on y répondra avec plaisir. Vous m'aiderez un petit peu. Et puis on se retrouve très vite pour la partie 2. À bientôt les investisseurs. Au revoir. Différence entre déjà acheter seul ou acheter en SCI. Alors quand on achète seul, société civile immobilière. Déjà, donc, on est deux. Soit c'est son épouse, soit c'est un tiers. Alors là encore, il y a possibilité d'acheter ce qu'on appelle en indivision. Alors, il y a un problème dans les SCI, et c'est que on ne peut pas se retirer d'une société dès lors qu'on est minoritaire. Alors, il est possible d'exercer un droit de retrait, mais pour avoir ce retrait dans les sociétés, il faut avoir la majorité des associés. Quand on est minoritaire, on ne l'a pas. Donc concrètement, on peut être prisonnier.